Nous allons poursuivre avec une présentation de Nathalie Fleuret autour des BHRE. Donc, je lui glisse la souris et la caméra. Les nouvelles recommandations, enfin, nouvelles recos, c'est vrai et pas vrai, c'est les dernières en date, mais elles ont été publiées quand même fin 2019, début 2020. Donc, c'est quand même pas du tout frais. Et les nouveaux enjeux, en fait, qui sont associés à ces recommandations. Donc, la présentation sera structurée de la manière suivante. On va faire un bref point d'épidémio pour planter le décor sur la réalité des BHRE au niveau national et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, faire un point sur l'historique des outils, un point sur les nouvelles recommandations donc, du Haut Conseil de 2019, et puis on essaiera de faire un parallèle en fait entre les recos de 2013 et 2019 avec les constantes et puis les nuances qui ont été apportées par rapport aux recommandations de 2013. Et enfin, un point sur les perspectives en région suite à la diffusion en fait de ces nouvelles recommandations. Donc simplement, le point épidémio, c'est une seule dia pour illustrer en fait, alors c'est des données en fait qui ont été présentées lors d'un webinaire en fait qui a associé l'ensemble des CEPIAS fin janvier 2022, où justement on se posait la question de la manière dont on pouvait accompagner, développer des outils ou autres pour mettre à disposition des établissements de santé de France. Et du coup, dans le cadre de ce webinaire, on avait construit des cartes de France pour voir comment évoluer depuis 2018 en fait le nombre de signalements BHRE pour 1000 lits d'hospitalisation. Donc vous voyez qu'il y a des régions où, enfin, il y a une variabilité à la fois interrégionale et au sein d'une même région en fonction des années. Alors les données pour l'année 2021 sont tronquées parce que on avait fait en fait le recensement des données que nous avons présentées lors de cette journée au 1er décembre. Mais ça bouge à la marge pour nous, mais on n'a pas refait l'exercice pour les autres régions. Donc, attention. Donc, simplement pour regarder ce qui se passe chez nous, donc 1,8 signalements BHRE donc, sur la plateforme ICIN, de télésignalement des infections nosocomiales des établissements de santé. Vous voyez qu'on est passé à 2,31, 1,09, et puis donc 1,37 pour l'année 2021 jusqu'au 1er décembre. Pardon. On a refait du coup à partir des données du signalement qui sont disponibles sur la plateforme ICIN, un focus sur exclusivement Bourgogne-Franche-Comté depuis 2012, la mise en place de cet outil. Donc vous voyez, et ça rejoint un peu ce que disait Alain Morin tout à l'heure, c'est qu'on a très nettement augmenté notre nombre de signalements globaux au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis quand on regarde en fait le taux de signalement, on est passé, vous voyez, de 4,4, grosso modo, c'était assez stable, à 16,7% en 2021. Donc ça, c'est année complète hein, pour l'année 2021. En revanche, quand on regarde en fait l'évolution de la proportion des signalements BHRE parmi les signalements où on coche le critère 1A du fait de la rareté ou de la particularité en fait du micro-organisme, eh ben sans grande surprise, alors qu'on était dans une courbe qui était plutôt ascendante avec en 2019 76,9% des critères 1A qui étaient liés en fait à un signalement de BHRE. On a baissé en 2020 et 2021 parce que la majorité en fait des signalements pour critères 1A sont représentés sur ces 2 dernières années par des signalements Covid. Un point quand même qui est à noter, c'est que en 2019, on avait eu 40 signalements pour BHRE. On est passé à 19 et 27 en 2021. Alors, de 2 choses l'une, soit on ne les signale plus. Dans le contexte du Covid, peut-être qu'on a fait moins de signalements BHRE.
C'est ce que semblent donner en fait des travaux qui ont été faits dans d'autres régions de France en disant, ben voilà, le focus a été mis sur la gestion du Covid et on a probablement sous-signalé en fait les BHRE. Et donc, pourquoi pas, c'est une explication possible, une hypothèse possible, on ne dit pas que c'est celle-ci en l'occurrence, ou peut-être aussi qu'il y avait des situations qui étaient moins pourvoyeuses de dépistage comme on aurait pu le faire historiquement. En particulier, par exemple, quand on a des gens qui sont rapatriés sanitaires ou autres, où on a très souvent, en fait, quand on dépiste ces gens-là, des patients qui se révèlent être porteurs en fait, de BHRE. Et là, très clairement, en 2020-2021, on a eu probablement moins de gens, soit rapatriés sanitaires, soit qui ont fait un séjour à l'étranger, du fait en fait de la fermeture pas des frontières, mais des déplacements à l'étranger qui ont été moins réalisés. Donc, c'est une autre piste, en fait, qui peut être donnée, évoquée. Et puis, une autre qui peut enfin être posée, et il faudra qu'on regarde attentivement, c'est quelque chose qui a été retrouvé au niveau national. C'est que compte tenu, en fait, du fort impact de Covid sur les équipes opérationnelles indigènes, il y a, dans certaines régions, en fait, le signalement BHRE, en fait, a surtout été opéré pour des clusters, c'est-à-dire des cas groupés, et non pour un cas sporadique. Donc, peut-être que c'est aussi un élément, en fait, qui fait qu'on n'a pas un nombre élevé de BHRE signalés ces 2 dernières années. En tout cas, ce sont des hypothèses qui probablement sont toutes en partie correctes. Qu'en est-il de l'historique? Donc, simplement pour dire que BHRE, c'est une réalité partout en France et en région, et qu'à ce titre, il faut qu'on soit dans les meilleures conditions de préparation, d'anticipation pour faire face à la gestion en fait, de ce type d'événements dans les établissements de santé. Donc, au point de vue historique, en fait, des outils qui avaient été mis à disposition des établissements de santé, justement, pour maîtriser la diffusion de ces pathogènes. Alors, il y a 2 temps, avant 2013, où, pour les plus anciens d'entre nous, il y avait en fait différents types de guides, et des guides qui étaient tantôt pour les entérobactéries productrices de carbapénémase, d'autres pour les entérocoques résistants aux glycopeptides. On avait un outil du Haut Conseil qui était dédié à la prévention-maîtrise du risque lié aux ERG. Bref, on avait un corpus de textes qui, en soi, étaient tous opérants, aidants, mais compte tenu en fait de la situation à laquelle on faisait face, c'est-à-dire des pathogènes qui sont des commensaux du tube digestif, qui ont le même mode de transmission, on s'est dit qu'il y avait probablement à ajuster, à simplifier en fait les outils pour éviter en fait que des nuances en fait soient comprises et porteuses en fait d'incompréhension dans les établissements. Donc au fur et à mesure que l'épidémiologie de ces pathogènes a évolué, que la connaissance s'est enrichie du fait de l'expérience des établissements sur ces pathogènes-là, et puis la lisibilité qui finalement était difficile parce qu'on avait des textes qui étaient tantôt ciblés sur des pathogènes, tantôt sur des situations particulières, clusters ou cas isolés. L'énorme travail qui a été fait en 2013 a été en fait de produire un document qui était commun et adapté, encore une fois, à des pathogènes qui vivent au même endroit et qui se transmettent de la même manière et qui, du coup, appellent les mêmes modes de maîtrise. Donc, l'avantage de ces recommandations en 2013, c'était donc d'actualiser et d'harmoniser les recommandations de détection et de prise en charge des patients qui étaient colonisés infectés par des BHRE, que ce soit les EPC ou les ERG, de rendre ces recommandations extrêmement opérationnelles, et il y avait des tableaux en fait avec des logigrammes qui étaient extrêmement bien construits pour aider en fait sur le terrain. Il y avait donc une diffusion de conduite à tenir commune aux EPC et aux ERG, et accessoirement on anticipait d'autres pathogènes qui pouvaient avoir ce même mode de transmission. Et puis un truc qui était hyper important, c'était de positionner au centre finalement comme pivot de l'organisation
et de l'évaluation du risque, parce que finalement, c'est leur cœur de métier, les équipes opérationnelles, du coup, au centre de l'expertise locale. Du coup, ces différentes ces recommandations de 2013 ont été structurantes pour maîtriser la diffusion épidémique et pour lutter contre l'émergence des cas qui étaient importés de l'étranger et qui étaient majoritairement importés de l'étranger à l'époque, et puis lutter contre la diffusion des cas chez des patients hospitalisés sans notion d'hospitalisation à l'étranger et qui marquait finalement le début d'une circulation autochtone en fait, de ces pathogènes sur le territoire national. En revanche, il y avait quelques inconvénients à ces recommandations de 2013 ou des effets adverses, c'est-à-dire une difficulté, une lourdeur des mesures qui étaient parfois ressenties comme contraignantes au niveau des établissements, voire difficiles à mettre en place. Un autre point qui a été, alors peut-être pas en région, mais en tout cas que d'autres régions ont pu exprimer, c'était la perte de chance, et notamment sur la gestion des transferts, avec des établissements d'aval qui, quand ils devaient prendre en charge soit des cas, soit des contacts, en fait, et freiner en fait de faire en fait les admissions, alors que c'était préjudiciable finalement à une prise en charge et à un besoin d'accès à tel ou tel plateau technique. Et puis enfin, si l'exercice avait été réalisé dans certains établissements, du fait de la complexité en fait, et que ça dépassait en fait les seules équipes opérationnelles indigènes, parce que ça impactait les structures même des dossiers patients informatiques, des services des directions des services informatiques des établissements, c'est qu'on n'était peut-être pas forcément opérant partout sur le repérage et sur l'alerte en fait en cas de réadmission des patients, que ce soit les cas ou les contacts. Donc pour prendre en compte finalement tout cela, et au gré en fait des retours d'expérience qui ont été réalisés par des équipes opérationnelles, qui ont été interrogées par rapport à la mise en place de ces recommandations de 2013, de la revue de la littérature qui a été opérée, et bien évidemment de l'évolution de la situation épidémiologique par rapport à ces pathogènes, eh bien il y a eu une évolution en fait des recommandations qui sont réunies du coup dans le document publié en décembre 2019 par le Haut Conseil. Donc ce n'est pas une vraie révolution, il n'y a pas de choses qui sont radicalement différentes, on est plus dans la nuance et dans un apport de finesse plus important par rapport à ce qui existait juste avant. Donc l'outil se veut plus pragmatique, donc encore une fois on revient et on n'abandonne pas cette notion d'analyse du risque qui s'appuie sur l'expertise locale portée par l'équipe opérationnelle indigène. On a une approche adaptée à chaque situation et il y a une intégration justement pour ne pas priver en fait les patients d'une perte de chance liée en fait à leur statut cas et contact, l'intégration d'une dimension sociale et éthique dans ces recommandations. Donc, qu'en est-il des enjeux, des recommandations de 2019? Alors, systématiquement, on fait la même chose, on étudie une variable, donc les enjeux, et on verra celles qui suivent, et on essaie de voir, en fait, de faire un parallèle entre 2013 et 2019 pour voir ce qui change ou ce qui ne change pas. Donc, très clairement, les enjeux sont rigoureusement les mêmes. On a deux axes, la prévention de l'émergence, c'est-à-dire continuer à optimiser l'usage des antibiotiques pour éviter l'émergence de pathogènes résistants aux antibiotiques. Donc, c'est le boulot qui était historiquement dans les missions en fait, des CEPIAS et qui bascule avec la mise en place en fait, des CRATB dans l'escarcerne en fait, des infectiologues de ces CRATB. Et il y a une fiche dédiée, en fait, sur ce volet-là. En revanche, nous, professionnels prévention-contrôle de l'infection, notre taf est toujours, en fait, de travailler sur la prévention de la transmission croisée, c'est-à-dire éviter à partir du moment de mettre en place les choses pour éviter que ça émerge, et quand ça émerge, mettre les barrières pour éviter que ça diffuse. Donc, là, c'était simplement quelque chose qu'on avait mis sur les enjeux, qui sont rigoureusement les mêmes et qui n'ont pas bougé en fait depuis 2013. Donc, travailler sur le bon usage des antibiotiques, travailler sur
l'hygiène, la gestion des excréta, l'entretien de l'environnement, l'hygiène des mains pour la prévention de la transmission croisée, et faire attention sur le repérage, et en particulier ceux qui reviennent de rapatriement sanitaire, mais pas que, et on verra dans la suite du diaporama. La définition, même combat, ce sont les mêmes définitions que celles de 2013 qui, je rappelle, avaient évolué par rapport aux documents historiques. Donc, il y a les entérocoques résistants aux glycopeptides. Donc, encore une fois, ce qui avait sauté finalement de la définition des BHRE en 2013, c'était l'Enterococcus faecalis. Et on reste, même chose sur ces définitions-là. Donc, les ERG, c'est bien le Fessium qui est ciblé dans les nouvelles recommandations comme en 2013. Et les EPC, eh bien, ce sont toutes les entérobactéries. Or, les bactéries telles que Bomani et Pio, qui sont certes des BMR, mais qui ne sont pas des BHRE. Donc, ce sont rigoureusement les mêmes définitions de bactéries pathogènes en 2013. Donc, on n'a pas changé sur ce volet-là non plus. Pour la définition des cas et des contacts, il y a des nuances qui ont été apportées. Le contact, historiquement, c'était un partage avec l'équipe soignante, sans distinguer finalement les médecins, des infirmiers, des équipes paramédicales dans leur ensemble, alors que là, maintenant, on a le libellé sur le patient contact, c'est le patient qui a été pris en charge par la même équipe paramédicale qu'un porteur, de jour comme de nuit. Ce n'est pas simplement la journée, c'est tout au long d'une itinéraire. Le niveau de risque n'a pas évolué, c'est exactement en fait la même chose. Et d'ailleurs, c'est sur l'évaluation en fait du niveau de risque de la situation à laquelle on est confronté qui guide finalement la stratégie de prise en charge qui va être opérée et que l'on verra et qui est bien reprise en fait dans un tableau de manière synthétique. Donc, si le porteur est pris en charge dès son admission en précaution complémentaire contact, le risque pour les contacts est faible. En revanche, si le porteur a été admis sans précaution complémentaire contact à son admission et il y a une découverte fortuite, eh bien là, le risque pour le contact est moyen. Le risque est élevé, en revanche, quand le porteur est identifié et que, a fortiori, il y a déjà des cas secondaires et qu'on est dans un contexte d'épidémie. Ce qu'introduit par rapport à 2013 les nouvelles recos de 2019, c'est par rapport au porteur, la notion qu'il soit ou non excréteur ou pas excréteur. Donc l'excréteur, c'est celui chez lequel, quand on fait le dépistage, eh bien, il est positif, il est porteur et on a en fait son statut positif au niveau en fait de son écrémage rectal. En revanche, on peut avoir des gens qui sont connus porteurs, mais néanmoins, quand vous allez l'accueillir et que vous allez faire le dépistage, ils sont négatifs. Néanmoins, il y a une stratégie en fait de prise en charge qui appelle en fait quelque chose de particulier. En termes de prise en charge, le moment finalement qui est capital et où il ne faut pas se louper parce que c'est ça qui conditionne finalement les situations où on va pouvoir mettre en place d'emblée les mesures adaptées et qu'on ne va pas perdre de temps en les accueillant en précaution standard et en se rendant compte quelques jours après qu'ils sont en fait porteurs BHRE, c'est le moment de l'admission. Ce moment-là de l'admission est capital pour repérer finalement tous les gens qui sont susceptibles d'être porteurs en fait d'une BHRE ou d'être un contact à risque élevé. Donc l'admission, ça peut être soit parce qu'il y a une entrée directe dans un service et du coup ce repérage doit être fait par l'équipe soignante au moment de l'accueil dans le service, ou bien au niveau des urgences si le patient passe par les urgences avant d'être hospitalisé. Comment ça doit être fait? C'est par tous les moyens. C'est des choses en fait qui paraissent évidentes, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est que les patients, on les interroge, on les examine, on lit tous les documents qui sont censés avoir avec eux, typiquement une lettre de transfert, la lettre du médecin traitant, un ancien courrier d'hospitalisation ou autre, et
dans certains établissements, accès aussi aux documents de patients informatisés, pardon, aux dossiers patients informatisés pour essayer de voir s'il n'y a pas une notion en fait d'antériorité de connaissance d'un statut, contact ou porteur pour ce patient. Donc ça, c'est hyper important en fait de documenter à l'admission, encore une fois, pour ne pas se priver d'une information capitale qui va guider en fait les modalités de prise en charge. Je suis insistante parce qu'il y a quelques années en arrière, et je pense que ça se fait encore malheureusement maintenant, on a un exemple il n'y a pas très longtemps dans un établissement de la région, c'est que les gens, en fait, on découvre qu'ils sont... On avait accès dans l'absolu à l'information, on aurait pu avoir accès à l'information à l'admission, et néanmoins, ce n'est que à retardement, une fois que le patient est dans le lit, voire des fois que le patient est d'ores et déjà transféré dans un autre établissement, qu'on s'aperçoit qu'on a loupé l'information. Et ça, c'est hyper impactant finalement pour l'équipe opérationnelle en hygiène qui va avoir un énorme travail de manière rétrospective pour essayer de voir quelle a été la trajectoire de soins et mettre en place les mesures adaptées en termes de dépistage. Alors, un enjeu important de ce repérage qui était déjà donné dans les anciennes recommandations, mais là qui donne lieu à une fiche avec des recommandations, c'est de vraiment travailler pour déployer un système de repérage automatisé. S'affranchir finalement simplement de l'humain, mais qu'on ait quelque chose qui permette de récupérer l'information, encore une fois, en temps réel, pour guider la prise en charge. Et puis, que faut-il rechercher? Eh bien, c'est toutes les situations à risque, et on va voir celles qui sont citées après, et donc identifier les patients à risque d'être porteurs. Les cibles, alors des nuances ont été également apportées dans ce document de 2019. Les patients à risque, alors il y a toujours les patients hospitalisés de plus de 24 heures dans les 12 mois qui précèdent à l'étranger. Et puis, quelque chose qui a été introduit, en 2013, il était dit que si vous aviez quelqu'un qui était rapatrié, vous faisiez un dépistage. Si ce dépistage était négatif, on pouvait ôter les précautions complémentaires contact. Là, il appartient à l'équipe en fait d'évaluer finalement si on peut faire ou pas et s'il est indiqué de faire d'autres dépistages si le premier dépistage était négatif. C'est les gens de l'AP en fait qui après 2013 avaient continué à faire des dépistages en fait chez ces gens qui étaient rapatriés. Le premier dépistage était négatif et en fait les gens pouvaient se positiver dans les jours qui suivent. Il n'était pas identifié au début parce que l'inoculum était peut-être pas suffisamment important pour être en fait positif. Donc ça, c'est ce qu'introduit en fait les recommandations de 2019, c'est que tout patient dont le premier dépistage est négatif à l'admission, selon une évaluation du risque liée au type d'hospitalisation à l'étranger, va pouvoir être à nouveau dépisté si on estime qu'il y a un risque finalement qu'on ait loupé en fait un cas. Les contacts à risque élevé réhospitalisés ou transférés, c'est toujours la même chose. Les réhospitalisés aux antécédents de portage BHRE, c'est toujours la même chose, avec encore une fois la nuance de distinguer ce qui serait excréteur et non excréteur. Une nouveauté également qui a été introduite, et je me souviens qu'on avait déjà eu du coup cette discussion à l'occasion d'une journée OH Président Klein il y a quelques années, où on se disait très bien, en fait, on dépiste ceux qui ont un antécédent d'hospitalisation à l'étranger, mais finalement, ceux qui vont à l'étranger et qui n'ont pas d'hospitalisation, ne sont-ils pas non plus à risque d'être porteurs et ne faut-il pas les dépister pour les identifier et voilà. Et puis à l'époque, la réponse qui avait été donnée, qui avait été la nôtre, c'est déjà faisons très bien le repérage de ceux qui ont traîné à l'étranger et qui ont été hospitalisés. Et une fois qu'on aura été très bon en fait sur ce volet-là, on pourra s'attarder en fait sur les autres. Et là, très clairement, les nouvelles recommandations entrent dans les cibles du dépistage. Les patients résidant à l'étranger ou séjournant à l'étranger depuis moins de 3 mois, sans notion d'hospitalisation. Et il y a des critères d'analyse du risque qui sont donnés, la durée de séjour à l'étranger, le pays, la notion de prise d'antibiotiques, de modalité de voyage. Sans que, donc ça, ce sont des données qui sont données, mais il n'y a pas de critères derrière.
justement dans l'exercice que l'on a conduit avec les autres CPRS, on a essayé de voir s'il y avait des gens en fait qui avaient défini de manière un peu arbitraire finalement une durée de séjour. Est-ce qu'une semaine c'est bien? Est-ce que c'est à partir de 24 heures de séjour à l'étranger au cours des 3 derniers mois? On a toujours dit qu'il n'y avait pas de blacklist, de pays blacklistés. Donc, est-ce qu'on fait du coup pour tous les pays? Est-ce que voilà, est-ce qu'on supporte en fait la décision à la notion d'exposition à des antibiotiques ou pas? Et puis les modalités de voyage, est-ce que c'est hébergé dans un hôtel ou hébergé au sein du cercle familial dans un village ou que sais-je? Bref, là finalement, il n'y a pas de réponse unique et proposée de manière standardisée par le Haut Conseil. C'est laissé finalement à l'appréciation en fait de l'établissement. Et puis les autres, provenance d'un établissement médico-social dans lequel il y a une épidémie active et la réhospitalisation d'un patient aux antécédents de portage, ça n'a pas changé. Donc voilà, les patients qui sont ciblés du coup par cette notion de dépistage à l'admission. Des nuances sur les conditions de dépistage. Donc, les patients cibles, je n'y reviens pas, c'est ce que l'on a dit sur la diapositive précédente. Et pour les BHRE cibles, c'est ce qui est introduit ici. C'est un retour, une hospitalisation à l'étranger. On fait EPC, ERG. En revanche, si vous prenez en hospitalisation quelqu'un qui est contact à risque élevé ERG, eh ben, vous allez le dépister pour le RG. Vous n'allez pas faire en plus le PC. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'introduisent ces nouvelles recommandations. Et puis, il y a des évolutions dans les modalités de dépistage, sur la technique, l'utilisation du diagnostic rapide ou de la PCR en temps réel, sur les indications du coût de ce résultat, et puis sur la cadence des tests que l'on va voir après. Donc, ce qui est important, finalement, c'est que chaque établissement, alors pour les gros établissements avec un laboratoire, c'est probablement plus aisé. En revanche, pour les établissements qui n'ont pas de laboratoire in situ, c'est de s'assurer en fait que le laboratoire qui fait les analyses dispose bien de la technique pour être en capacité d'identifier, de repérer finalement ces pathogènes. Sur les moyens de maîtrise, maintenant, quelles nuances ont été apportées? Alors, une vraie grosse nuance, et je ne vous ai pas mis le tableau de 2013, mais il y avait une colonne qui était spécifique à équipe dédiée dès l'admission, parce que typiquement, c'est le genre de truc qui a pu être peut-être utilisé dans certains établissements extrêmement dotés, mais qui en vrai était compliqué à mettre en, même si sur le principe c'était probablement très bien, mais qui était en fait juste inenvisageable au quotidien un peu partout en France. Donc, en revanche, on a gardé la structure de la personne est prise en charge, le porteur est pris en charge en précaution complémentaire dès l'admission, la découverte fortuite au cours du séjour, ou bien la notion d'épidémie avec au moins un cas secondaire. Donc, par ricochet, si on a ôté en fait cette colonne équipe dédiée dès l'admission, eh bien, personnel dédié, ça bascule inévitablement sur dès l'admission ou précaution complémentaire compacte, selon l'analyse du risque, en disant, ben voilà, comment en fait on organise les soins pour éviter en fait tout risque de transmission croisée. Donc, le porteur, bah forcément, idéalement chambre individuelle avec des WC dans la chambre et mise en place des précautions complémentaires contacts. Et c'est la même chose finalement dans les 3 situations. La notion des 3 secteurs et de l'analyse du risque pour chacune des premières situations pour évaluer finalement ce que l'on doit mettre comme moyen humain et organisationnel dans le cadre de la prévention du risque de transmission croisée. Dans les admissions, on les poursuit dans les 2 services-là, et là, on les poursuit bien évidemment, mais néanmoins en sectorisant, en n'accueillant pas en fait dans le secteur où il va y avoir le cas de BHRE. Idéalement, on les accueille en fait dans un endroit séparé. Donc ça, c'est pour les porteurs. Pour les patients contacts, quelles sont les recommandations en fait qui ont évolué?
Sur le dépistage des contacts hors exposition, a été précisé en fait le délai à partir duquel en fait on fait le dépistage, 4 à 7 jours. Quand on est dans le cadre de mise en place de précautions complémentaires contact, enfin dans le cadre d'une découverte fortuite, pardon, avant en fait il était dit qu'il fallait 3 dépistages post-exposition, alors que là en fait c'est au moins un dépistage hors exposition, avec toujours ce rythme de 4 à 7 jours après la sortie la fin de l'exposition. Et puis, si transfert, au moins 2 dépistages hors exposition. Et si le premier dépistage est réalisé moins de 48 heures avant, on fait bien les 3 dépistages. Tout ça pour essayer en fait d'augmenter la probabilité, enfin la sensibilité tout simplement, d'être en capacité finalement d'identifier quelque chose si le contact devait être positif. Les transferts de contact, c'est sans restriction pour les premiers. C'est possible après au moins un dépistage négatif. L'idée, en fait, c'est que quand on est dans cette situation de découverte fortuite, on stabilise déjà la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, on essaie de voir, on fait déjà un premier tour de dépistage des contacts avant d'autoriser finalement les transferts vers un établissement d'aval, pour être certain, en fait, qu'on n'est déjà pas dans une situation épidémique, c'est-à-dire colonne 3. D'accord? Donc, il faut veiller, en fait, à cela. Et puis, a été introduite dans la gestion des transferts pour les épidémies. Alors, évidemment, si c'est nécessaire, c'est pas parce que l'on est un cas ou qu'on est un contact à risque élevé dans cette situation-là qu'on n'a pas le droit d'être transféré dans un établissement d'aval. En revanche, ça s'accompagne, ça s'anticipe en organisant finalement dans l'étape d'aval les meilleures l'organisation nécessaire pour prévenir le risque de diffusion. C'est là qu'a été introduite finalement la notion d'éviter finalement une perte de chance associée au fait d'être soit porteur, soit contact à risque élevé. Les précautions s'y transfèrent, du coup, précautions standards dans la première situation, parce que on a quelqu'un qui finalement a d'emblée été pris en charge en précautions complémentaires, et la disponibilité des dépistages hebdomadaires tant que le porteur est présent garantit que quand on est transféré, la probabilité d'avoir quelqu'un qui se positive après est faible. En revanche, dans les découvertes fortuites et a fortiori quand on est en période épidémique, les transferts se font avec un accueil dans l'établissement d'aval en chambre individuelle avec des précautions complémentaires contact et une notion de dépistage pour s'assurer effectivement que la personne reste bien négative. Quoi d'autre? En cas de réhospitalisation, vous voyez, pour les 2 premières situations, eh bien, il n'y a pas de dépistage pour les contacts, en fait, finalement, étiquetés à risque faible parce que le porteur était mis en précaution contact dès son admission ou à risque moyen. Il n'y a pas, en fait, de notion de dépistage à l'admission, ce qui n'est pas vrai, du coup, pour la période épidémique. Et enfin, dans l'identification informatique, et ça c'est une vraie évolution et on le reverra sur une dia ultérieure, sur les réadmissions, c'est uniquement les porteurs, alors que quand on était dans une découverte fortuite, il y avait aussi les contacts qui étaient identifiés jusqu'à présent. Et enfin, quelle que soit finalement la situation dans laquelle on se trouve, sur le volet informatique, donc la fameuse fiche 7 dont je parlais tout à l'heure, on est toujours dans la stratégie de bon usage qui prévaut, mais pas que pour ça, ni pour les porteurs, ni pour les contacts, qui vaut pour tout patient, c'est d'ajuster, d'avoir une stratégie de bon usage. C'est on traite ce qu'il faut traiter, et ce qu'on traite, on le traite bien avec le bon antibiotique, avec un spectre le plus étroit possible, avec une posologie, un rythme d'administration et une durée qui est calée et on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça ne varie pas finalement, quel que soit en fait le statut des patients, au-delà même des porteurs et des cas contacts. En revanche, très clairement, si dans ces situations-là, il y a une notion d'antibiothérapie à introduire, il faut vraiment pour les porteurs et les contacts
systématiquement associer un référent antibiotique de l'établissement ou le référent régional pour vous aider en fait à choisir l'antibiotique qui sera le meilleur face à la situation à traiter. Donc là, c'est le tableau global finalement qui reprend de manière synthétique l'ensemble des points que l'on a évoqués jusque maintenant. Sur les moyens de prise en charge, on reste sur les recommandations qui étaient celles de 2013 avec une prise en charge graduée, les précautions standards, bien évidemment, les précautions complémentaires ensuite, voire dans des périodes en fait, où on a des épidémies à gérer, des précautions spécifiques BHRE, associant l'institution, parce qu'il y a probablement des moyens à mettre en place et que du coup, il faut associer le CLIN, la CME, le coordonnateur de la gestion des risques, voire la DRH et autres, s'il y a des besoins spécifiques de libérer des professionnels en fait, pour prendre en charge ces patients-là de manière adaptée. Alors, il y a quelque chose qui a sauté. Donc, sur les modalités de signalement, même chose, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ce qui existait avant. Donc là, il manque, je ne sais pas pourquoi, a sauté Pour les établissements de santé, les signalements se font dès le premier cas. Et même si on n'a qu'un seul cas de BHRE sur la plateforme ICIN, de télésignalement des infections nosocomiales, et pour les EMS, ça se fait sur le portail des signalements avec le lien qui est inscrit en bas. Donc là, il n'y a rigoureusement pas de changement. Ce qui a été introduit, alors que moi j'ai noté droit à l'oubli, ce n'est pas libellé ainsi dans le document, mais c'est quelque chose qui est néanmoins important, c'est que, alors je ne sais plus qui l'avait dit, mais il y avait eu à un moment donné une info qui était de dire BHRE un jour, BHRE toujours. Bah non. Et puis le problème, c'est que avoir et garder ça à l'esprit, ça veut dire que ça peut péjorer en fait les prises en charge ultérieures des patients dans les établissements. Donc là, pour les cas, il y a un retrait de la liste qui peut être opéré, donc de la liste de suivi qui va lui-même alimenter le système informatique de repérage en cas d'hospitalisation. C'est 5 dépistages rectaux négatifs sur au moins un an. Donc dès lors en fait qu'ils ont ces 5 dépistages négatifs, on peut les ôter quand bien même ils étaient porteurs d'un ERG historiquement. Et puis pour les contacts, il y a eu un gros travail pour finalement aboutir à un allègement du travail des équipes opérationnelles en hygiène sur le suivi des contacts. Très clairement, quand on est dans la situation du porteur pris en charge dès l'admission en précaution complémentaire contact ou découverte fortuite en cours d'hospitalisation, si tant est qu'on a bien fait le suivi des dépistages tels qu'ils sont attendus, eh bien les contacts à risque faible et moyen n'alimentent pas la liste des contacts à suivre qui vont être intégrés en fait dans votre document en cas de repérage pour une nouvelle hospitalisation. Donc ça, mine de rien, ça quand même permet de soulager l'exercice des EOH qui était quand même lourd de ce point de vue-là. En revanche, les contacts à risque élevé sont toujours à inclure dans la liste pour le repérage en cas de réhospitalisation. Ils sortent de cette liste s'ils ont au moins 3 dépistages hebdomadaires négatifs hors exposition du contact, et ils sortent de la liste même s'ils n'ont pas eu en fait les 3 dépistages au bout d'un délai de 2 ans. Pour les efforts de communication, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais il faut les faire parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours parfois un défaut d'information quand notamment il y a des transferts dans des structures d'aval ou quand les patients sortent à domicile avec des soins qui sont pris en relais par des professionnels libéraux, c'est qu'il faut systématiquement avoir le réflexe d'informer tous les professionnels qui sont susceptibles en fait de rentrer dans les professionnels qui vont prendre en charge les cas et les contacts, et puis bien s'assurer que l'information est portée à la connaissance des structures d'aval en amont du transfert, et que ce n'est pas pendant en fait, le transfert, au moment où la personne part en ambulance, que finalement on prévient l'établissement d'aval. Une nouveauté qui n'en est pas une en région, mais qui a été quand même introduite dans le document de 2019, qui n'était pas présente en 2013,
c'est que dans les EHPAD, il n'y avait pas de recommandations spécifiques dans l'outil historique. En revanche, c'est introduit dorénavant. Donc, un cas en EHPAD, on s'assure bien que dans l'EHPAD, on applique bien les précautions standards. Et quand il y a une notion d'épidémie dans une EHPAD qui a été signalée, eh bien, on dépiste bien ces gens-là quand ils sont pris en hospitalisation. Alors, je dis que ce n'était pas en fait tout à fait juste parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, nous avions développé en 2013, en lien avec un groupe de travail, on avait fait un kit BHRE pour les établissements de santé et on avait fait le pendant pour les établissements médico-sociaux. Et du coup, on avait déjà en fait donné ces informations-là de bien dire, attention, vous pouvez avoir des contacts et des cas. Il n'y avait pas forcément de dépistage à l'admission parce que c'était hors recommandation. Donc, c'était laissé finalement à l'appréciation du médecin co qui prenait en charge le patient, enfin le résident dans l'établissement médico-social. Mais surtout, on disait, faites gaffe, ayez une vigilance particulière sur les précautions standards, en particulier l'hygiène des mains et la gestion des excréta, bien évidemment. Et puis, pour finir, quelles sont les perspectives? Alors, quand on a travaillé, et on en discutait pas plus tard que hier soir avec Karine et Isabelle, c'était de dire, mince, on arrive 2 ans après la sortie finalement de ces recommandations-là, donc on va peut-être présenter des choses que tout le monde maîtrise. Puis après, on s'est dit, bah non, parce que peut-être qu'on va quand même aider certains qui ont été embolisés par la gestion du Covid pendant 2 ans. Donc, de toute manière, ce sera un rappel et puis on rafraîchira les esprits de tout le monde. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les établissements, et c'est ça, en fait, le boulot qui est le nôtre, là, tout de suite, à s'approprier ou à réapproprier les nouvelles recommandations. Et à cet égard, il y aura probablement des choses à faire en appui direct dans vos établissements, comme on a pu le faire jusqu'à présent. Il va falloir qu'on actualise le kit BHRE en région. C'est un point qui est donné, en fait, dans ce que présentera Isabelle tout à l'heure. Il faut savoir qu'en mars 2020, nous avions une date de retenue. Nous avions déjà réuni le groupe de travail pour ajuster les recommandations. Et finalement, la réunion avait sauté pour cause de Covid et on n'a jamais eu le temps et pris le temps, du coup, depuis de se refaire en fait cet exercice. Donc, c'est quelque chose en fait qui rentre dans les projets 2022. Et puis là, en fait, ça fait partie, c'est la cerise sur le gâteau de ce type BHRE, c'est de travailler sur 2 axes. Premièrement, de la communication et puis de travailler sur le dossier patient informatisé pour aider les établissements. Du coup, on a réuni le groupe des CEPIAS fin janvier et on va s'appuyer sur l'expérience conduite par d'autres CEPIAS pour ne pas réinventer le fil à couper le beurre et puis pour répondre aussi aux demandes singulières en fait, que pourraient exprimer des établissements. Et sur ce second point, vous pouvez nous envoyer un message. J'ai mis mon adresse électronique, vous pouvez envoyer au secrétariat si vous préférez. Peu importe, mais l'idée, en fait, c'est que si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et j'en ai fini avec cette communication. Alors, je réponds aux questions que je lis sur le chat. Donc, un patient porteur BHRE découvert en établissement de santé signalé sur les signes, doit-il être de nouveau signalé sur le portail de signalement lorsqu'il est transféré en EMS? Non, je pense que c'est l'information étant disponible, c'est si vous aviez repéré en fait la personne à l'entrée de l'EMS alors que son statut n'était pas connu qu'il faudrait faire le signalement. Là, il y a pas, enfin, à mon sens, ça va faire un doublon in fine au niveau national finalement, si on compte les petits à chaque fois dans le secteur sanitaire et dans le secteur médico-social. Ensuite, pour les séjours hors hospice, refus du CLIN, ressenti dans les services, délit de faciès, il leur faut des critères précis sur la durée de séjour, incroyable, mais peur d'être prise en défaut s'il ne repère pas le patient à dépister. C'est là tout l'exercice qui est le nôtre, où je pense qu'il va falloir qu'on accompagne les établissements, qu'on soit pédagogique, mais c'est surtout, et c'était un peu en fait ce qui avait sous-tendu cette réunion avec les CEPIAS, c'était que on ne crée pas, enfin,
on va probablement se poser sur des critères qui sont arbitraires. Mais si tout le monde partage ces mêmes critères, ça reste arbitraire, on est bien d'accord, mais au moins c'est partagé pour tout le monde. Et c'est peut-être l'exercice en fait qu'il faudra que l'on ait au niveau régional dans le cadre du groupe de travail BHRE et au-delà que l'on partage avec les autres CPIAS pour avoir quelque chose qui soit à peu près standardisé et que on n'ait pas finalement un truc girouette où on a une attitude à un endroit qui serait radicalement différente de celle d'un autre établissement. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on peut faire, mais qu'on n'a pas des arguments qui sont clairs, nets et précis, ben c'est compliqué, quoi. Voilà. Et puis c'est tout pour le chat. Avez-vous d'autres questions du coup sur là tout de suite qui vous viendra à l'esprit? Non? Donc, je ne reviens pas sur le groupe de travail. C'est quelque chose qui sera présenté tout à l'heure en fin d'après-midi sur les projets 2022, sur qui participe, qui veut participer, qui nous rejoint, qui part. Parce que forcément, on l'avait construit en 2020 et depuis 2020, il y a eu des mouvements de professionnels, des départs en retraite, des arrivées d'autres professionnels. Du coup, voilà. Et encore une fois, la vraie plus-value sera de s'appuyer sur des travaux faits par d'autres CPIAS. Je vois Loïc arriver du coup, typiquement sur l'information qui était donnée, c'est pareil pour les plus anciens, il y avait une liste hebdomadaire qui était diffusée dans l'ex-région en fait, qui était couverte par le Séclin Est, où on envoyait la liste des établissements et des services dans ces établissements-là, ajustés et actualisés chaque semaine, qui étaient confrontés à une problématique BHRE. Ça fait quelques années où cet outil n'existe plus. Il existe sous un format web au niveau en fait, du CPIAS Grand Est. Et nous, il va nous falloir en fait, trouver quelque chose et peut-être qu'on va s'appuyer en fait, sur l'expérience du Grand Est pour développer un outil au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est typiquement en fait, cet exercice-là qu'il faut que l'on conduise cette année. Je peux faire un commentaire, Nathalie, si tu veux? Ah ouais. Merci en tout cas pour ta présentation qui est très intéressante, très complète. J'imagine que le diaporama d'ailleurs sera accessible. Hein. Oui. Juste pour bien prendre conscience que la problématique BHRE est très largement sous-estimée en France, quelles que soient nos régions. On a fait un exercice il y a quelques semaines avec Santé publique France où on a croisé 3 bases de données. La base CNR, donc ce que les laboratoires envoient pour demande de confirmation de BHRE au CNR. Hein. Donc ça représente quand même, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, ça représentait 863 souches envoyées au CNR. On a croisé avec la base nationale SPARES, sur la surveillance nationale SPARES, sur des établissements qui identifiaient des BHRE et qui donc le signalaient à travers la surveillance nationale, et le signalement ESIN que tu évoquais tout à l'heure. Quand on croise donc ces trois sources de données qui sont très différentes, une très bactériologique, le CNR, une épidémiologique, SPARES, et une de signalement avec ESIN, eh bien, on se rend compte que, alors qu'on aurait pu imaginer avoir un recouvrement important entre ces 3 bases de données, eh bien, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que chacune des bases prises séparément sous-estime de façon très importante. Ça, on le savait avec le signalement, avec ESIN, on le savait. ESIN, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Mais par contre, CNR et SPARES sont loin de recouvrir l'ensemble des BHRE identifiés en France. Et donc, l'objectif de ce travail, c'est de mieux appréhender la couverture et surtout estimer l'incidence nationale des infections à BHRE. Donc là, on est en train de travailler avec SPF sur le sujet. Et malheureusement, les données envisagées sont bien plus graves, plus catastrophiques que ce qu'on peut voir à travers nos différentes lorgnettes, hein, ESIN, SPARES, CNR.
il y a bien plus de BHRE qu'on en a. Donc, tu as tout à fait raison de réactiver, en tout cas pour la Bourgogne-Franche-Comté, les recos de 2019, parce que, et vous l'avez vu certainement, la publication la semaine dernière qui évoque que la mortalité due à la résistance aux antibiotiques va très largement croître dans les prochaines années. Alors, c'est vrai que là, on a la tête dans le guidon depuis 2 ans avec la problématique Covid, mais la problématique bactéries hautement résistantes et même que multirésistantes ne va que s'accroître dans les prochaines années. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage et un soutien que je voulais apporter à la démarche que tu réactives dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci pour ce complément et c'est très juste. Hein. Je pense que c'est probablement une situation beaucoup plus inquiétante que ça. Voilà. Alors, est-ce une donnée qui apparaît dans le dossier d'admission via trajectoire? Oui, c'est quelque chose qui peut être libellé dans via trajectoire. Voilà. Normalement, ça devrait être donné comme information. Encore une fois, pour que l'établissement d'aval ne reçoive pas quelqu'un qui le découvre en fait positif au moment de l'admission. Après, encore une fois, faut pas non plus que du coup cette information-là péjore finalement la prise en charge et que ce soit un refus d'admission dans les établissements d'aval. Après, j'ai pas forcément en région U, je sais pas du côté de Bourgogne, mais côté Franche-Comté, j'ai pas l'impression qu'on ait eu beaucoup finalement de situations de ce registre-là finalement où il y avait des refus de prise en charge de patients en fait porteurs ou contact à risque élevé. En règle générale, c'est assez stabilisé dans les épisodes qu'on a pu connaître. Et en tout cas, ça veut dire qu'on ne reste pas sur un échange trajectoire. Ça veut dire que là, il y a une mise en lien des équipes d'hygiène avec effectivement les EMS pour pouvoir gérer ces accueils-là. On n'en reste pas à une entrée via trajectoire et en fait, on se parle et on communique plus largement. Alors, une autre question, peut-on arrêter le dépistage chez un patient anciennement BHRE positif ayant eu 2 dépistages négatifs il y a 2 ans et qui doit être prochainement hospitalisé? Alors, si on s'en tient aux recommandations, c'est 5 dépistages pour s'assurer en fait qu'on reste bien négatif avec des dépistages. C'est aussi quelque chose qui a été réintroduit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, sur des écovénages bien conduits, c'est-à-dire avec des écouvillons chargés. Voilà. Donc, de mon point de vue, il faudrait encore le prélever. Enfin, ce n'est pas de mon point de vue, d'ailleurs, ce sont les recours. Voilà. Et puis c'est tout, je crois, sur Fatima qui disait pareil, en fait, il faut cocher. Voilà. Donc, on reviendra de toute manière. Là, on en parle là tout de suite, mais vraiment, je pense qu'il y aura, comme on a fait historiquement pour les recommandations de 2013, un accompagnement établissement par établissement, pour ceux qui en expriment le souhait, hein, bien évidemment, pour travailler sur ces recommandations-là et venir les présenter. On faisait l'exercice en lien historiquement avec avec l'infectiologue du CEPIAS, donc Béatrice qui remplace Joël côté Franche-Comté il y aura probablement un axe de travail sur cette thématique-là ensemble. Une question de débutant, toute évidente sans doute. La notion de 3 dépistages hebdomadaires signifie-t-elle 3 dépistages en une semaine? Non, c'est un dépistage par semaine pendant 3 semaines. Voilà. Du coup, je vais me donner la main pour revenir sur un écran partagé. C'est moi, non, c'était simplement pour te laisser le temps de réouvrir ton diaporama. J'ai une question concernant les BHRE, la déclaration. Oui. Alors, en fait, j'aurais aimé savoir, parce qu'effectivement, il y a plusieurs supports. Il y a ISIN, le SPARES, il y a beaucoup de supports sur lesquels il faut déclarer. Et du coup, est-ce que
Est-ce qu'on doit déclarer partout, en fait? Alors, en fait, ces outils-là n'ont pas du tout la même vocation. SPARES, c'est une surveillance. Donc, si vous, dans le cadre de la surveillance, vous avez effectivement ce genre de pathogènes qui sont identifiés dans votre établissement, ça vient alimenter la surveillance. Ici, en fait, c'est un dispositif d'urgence qui appelle en fait un signalement sans délai de l'établissement, c'est médico-légal, hein, pour porter à la connaissance en fait des autorités sanitaires, ARS, puis ça remonte à Santé publique France et le CEPIAS bien évidemment et dans le cercle en fait des structures informées pour qu'on ait la lisibilité sur ce que se passe dans un établissement à un moment donné et qui appelle des mesures particulières. Donc c'est l'endroit en fait où donc dans la surveillance et de la surveillance, c'est pas un signalement. Le signalement se fait dès que vous identifiez ce genre de pathogène dans votre établissement, ça doit donner lieu à un signalement pour que vous puissiez, si besoin, demander l'appui du CEPIAS pour vous accompagner à faire le point sur la situation épidémiologique, vous aider, on pourrait vous répondre sur les mesures à prendre, à mettre en place, ou enfin bref, c'est dans ce contexte-là. Donc voilà. Et puis indépendamment de cela, ce n'est pas parce que vous faites le signalement qu'il ne faut pas que vous fassiez en plus l'envoi en fait de votre souche au Centre national de référence. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Donc, il y a la surveillance, il y a ICIN, et quand on fait ICIN, il n'y a pas que ICIN, la souche, on l'envoie aussi au CNR. Ce n'est pas les laboratoires d'analyse qui devraient faire ça? Si, c'est... laboratoire de bactériaux. Oui, c'est le laboratoire, je sais pas, moi, je suis ici au CHU, ils identifient une souche de RG, ils vont envoyer la souche de RG au CNR. Voilà. Parce que nous, on a des laboratoires externes. C'est les laboratoires, oui, qui envoient la souche, en fait. Le truc, c'est que le laboratoire, lui, identifie... oui, d'accord. Le laboratoire identifie, en fait, une souche productrice de carbapénémase ou voilà. Et après, une fois qu'ils ont identifié ça, bien évidemment, ils répondent à l'établissement. Et après, ils envoient la souche au CNR. Ça part directement, ça ne retransite pas par le laboratoire, par le service clinique où est hospitalisé, où est pris en charge le patient. C'est de laboratoire à laboratoire. Mais c'est quelque chose qu'il faut systématiquement opérer, en fait, cet envoi au CNR des souches identifiées. Et ça fait partie, du coup, à un moment donné, c'est ce que disait Loïc à l'instant, à un moment donné, on se pose et on regarde les données du CNR, les données du signalement, les données de surveillance, et on croise toutes ces sources d'informations pour essayer d'identifier finalement quelle est la réalité de cette problématique sur le territoire national. Juste, c'est Karine, en complément, Loïc, tu me diras si je me trompe, mais dans SPARES, du coup, on a normalement que les prélèvements à visée diagnostique. Donc, du coup, effectivement, il n'y aura pas tous les dépistages qui sont faits à visée, justement, de repérage de cas. Donc, c'est aussi normal qu'il y ait beaucoup moins de prélèvements carbapénémase, enfin BHR de façon générale dans SPARES que ce qui est signalé, par exemple. Et oui, non, mais tu as raison de le rappeler, hein, c'est tout à fait ça aussi. Hein, c'est qu'on ne recouvre pas complètement les mêmes entités entre ECIN, entre SPARES et entre CNR. Et donc l'objectif aussi, c'est qu'en additionnant les trois et en calculant, en faisant ce qu'on appelle de la capture-recapture, les épidémiologistes et les biostatisticiens comprendront, on arrive à mieux connaître l'incidence en France des infections à BHRE. Parce qu'aucun des systèmes ne permet d'avoir une exhaustivité. Et comme tu viens de le rappeler, de SPARES, on n'a que les prélèvements à visée diagnostique et pas les prélèvements à visée préventif. C'est tout bon? Allez. Oui, merci. Oui, merci. Vous avez encore une question? Alors, j'ai demandé ceci devant tout le monde pour sensibiliser tout le monde sur le sujet, car beaucoup d'admissions, ce n'est pas le cas. Et oui, et c'est encore une fois, c'est les deux axes
c'est des pays et puis la communication parce que comment les modalités de prise en charge, c'est extrêmement bien codifié dans les recommandations dans un établissement qui est confronté en fait à une problématique BHRE. En revanche, il y a des gros efforts effectivement de transmission de l'information, mais ça va au-delà en fait des BHRE. Quand on transfère les gens, quand on accueille les gens, sur le repérage des cas et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui va être important pour nous.